Bienvenue sur le podcast On s'aime du vrai. Aujourd'hui, je reçois Graziel pour parler de plein de choses, dont Montessori. On vit dans un monde où on comprend l'importance de l'éducation, de comment on accompagne, comme dirait notre belle Graziel, nos enfants et comment on les amène à se comprendre, etc. On, on se rend compte de plus en plus que c'est important parce que une fois adulte, en fait, on a plein de bagages qu'on a hérités quand on était enfant. Et donc, voilà, il y a de plus en plus de solutions, d'alternatives pour accompagner les enfants. Et donc, on va parler de ça, notamment à travers Montessori, mais également plein d'autres choses parce que c'est aussi aujourd'hui, comme beaucoup de choses, galvaudé. Et chacun va aussi un peu partager à sa sauce. Et c'est un peu comme tout. Parfois, il y a des extrêmes dans un ou dans l'autre. Et les extrêmes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce que l'équilibre, c'est le mieux. En tout cas, c'est ma croyance. Et encore une fois, tout ce qu'on va partager ici, c'est par notre vérité, notre expérience, qui nous sommes, tout ça. Et donc, juste vois si ça résonne avec toi. Et si tu as envie toi aussi de semer du vrai, tu peux partager ce podcast, t'abonner à la chaîne. Et je te remercie de ton soutien. Coucou, Graziel, merci, bienvenue, merci de vouloir semer du vrai. Merci beaucoup, Aurore, pour cette merveilleuse et très conviviale invitation. Je suis ravie de parler de Montessori et pas que. Eh bien, je te propose direct de rentrer dans le vif du sujet. Si tu as envie de te présenter voilà, en quelques mots et puis doucement partager ton expérience de comment tu es en arrivé à, je sais pas comment on appelle ça, accompagnante Montessori, je sais pas le terme. Euh, Oui, ben je vais parler des termes parce qu'en effet, c'est toujours un exercice particulier lorsqu'on me demande de me présenter parce que j'ai du mal à me mettre dans une case. Donc, j'aime bien résumer que je suis quelqu'un qui est fasciné par la transmission, par l'humain et par le bien-être de nos enfants, de nos mamans, de nos vies, de nos compagnons, enfin bref, de la vie en général. Et si je devais mettre vraiment un titre, parce que bon, il en faut des titres quand même. En effet, j'ai fait une formation d'éducatrice Montessori. Je suis aussi formatrice Montessori. Et plus dans on va dire, mon milieu de vie, j'ai aussi d'autres titres comme facilitatrice brain gym ou thérapeute neuro-émotionnelle. Mais pour moi, tout ça, ce sont que des titres parce qu'en réalité, ça ramène toujours à la même chose, la même et unique chose qui est, comme tu l'as très bien dit dans ton introduction, c'est de voir comment on peut accompagner nos enfants parce que nous sommes que des accompagnants en réalité. Merci, merci pour cette belle introduction de qui tu es. Avec Donc, comment plaisir. tu es arrivé à ce chemin vers Montessori? Alors, il faut savoir que ça n'a pas été mon premier métier, puisque j'ai d'abord été dans le domaine de l'environnement en tant que chargée de mission pendant environ 7 ans. Et le fait de devenir maman m'a en réalité ramené à mes aspirations de départ. Quand j'étais étudiante, j'avais envie d'être professeure de sport. Et finalement, avoir un enfant entre les mains m'a forcément amené à m'interroger sur son éducation, sur l'école où j'allais devoir l'inscrire, etc. Et j'ai vite réalisé que ce qui est proposé aujourd'hui ne correspondait pas toujours à ce à quoi j'aspirais. Et c'est là que j'ai pu m'intéresser aux pédagogies alternatives comme la méthode Montessori, mais il y en avait d'autres aussi qui sont venus me chatouiller en quelque sorte. Et en même temps, je traversais aussi une phase de flou dans mon travail puisque je ne me sentais plus vraiment à ma place. Et ce fort besoin de transmission était très élevé et je n'arrivais pas à le nourrir dans mon activité. Et là, vraiment, l'arrivée de cet enfant m'a fait prendre conscience que je voulais changer de métier. Donc, c'est comme ça que je me suis formée d'abord à la méthode Montessori, que j'en ai fait donc mon métier à travers mon entreprise, qui consiste à proposer des ateliers pour les enfants de manière hebdomadaire. Donc, ce n'est pas une école, mais ça permet notamment à des parents qui n'ont pas la possibilité forcément d'inscrire leur enfant en école alternative, mais de leur offrir voilà, un petit temps où les enfants peuvent avoir cette soupape, où ils ont le droit d'être eux-mêmes, ils ont le droit de rallumer cette flamme présente en eux et de se sentir épanouis. Et de là, voilà, ça a évolué. J'ai eu aussi envie de former des parents, des enseignants qui avaient envie de faire différemment dans leur pratique et dans l'approche avec leurs enfants. Et là, vraiment, ça m'a vraiment fasciné d'accompagner l'adulte à tel point que j'ai ressenti, 7 ans plus tard, après
7 ans d'expérience dans la méthode Montessori, l'envie carrément d'accompagner aussi le parent, parce qu'un enfant heureux, il l'est si le parent est heureux. Et c'est pourquoi ces deux nouvelles casquettes de facilitatrice brain gym et de thérapeute neuro-émotionnelle sont venues s'installer en moi pour accompagner au mieux les parents aussi. J'adore, merci beaucoup. On va revenir sur ce sujet parce que c'est important de le nommer. Merci de toi te diriger dans ce chemin et puis merci de partager ça parce que c'est vraiment une notion très importante. Mais avant d'aller plutôt dans ce terrain-là, qu'est-ce qui a fait que, donc quand tu es tombée enceinte, tu t'es posé toutes les questions de cette maman que tu étais en train de devenir. Mais est-ce qu'il y a eu en lien avec des choses que tu as pu voir dans ton entourage, dans l'expérience d'autres parents, etc., qui t'ont fait le déclic de ah non, mais pas du tout, je veux pas ça, ou est-ce que toi-même, tu avais même vécu des expériences enfants et c'est venu peut-être réveiller ça et tu t'es dit mais en fait, je veux pas ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit mais moi, je veux pas le chemin classique pour mes enfants? Alors, ben, déjà, comme tu l'as dit, hein, devenir maman m'a ramené à un moment donné à ma propre enfance. Et j'ai réalisé une chose toute simple, c'est que j'étais en train de faire un métier qui ne m'épanouissait pas. Donc, je me suis interrogée, en fait, mais pourquoi j'en suis là? Comment ça se fait? Parce que si je m'étais écoutée dans mon enfance, a priori, je me serais retrouvée à faire un métier où je me sentais épanouie. Et finalement, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'injonctions dans l'éducation que j'ai reçue et aussi au sein des écoles que j'ai traversées sur ben, le chemin qu'on doit emprunter. Et en effet, même si j'étais assez douée en sciences, donc on imaginait que ce chemin était tout tracé pour moi de faire des sciences, et cette envie que j'avais pourtant verbalisée d'être dans l'éducation ben, n'avait pas été entendue, en tout cas pas été encouragée. Et donc, l'enfant étant si influençable, je me suis laissée influencer et je me suis dit, ben, waouh, l'impact que peut avoir l'éducation sur ben, notre parcours de vie est fort. Ça, j'ai pu le constater pour moi. Et bien sûr, je l'ai constaté aussi pour d'autres personnes de mon entourage, parce que j'ai pu constater que je n'étais pas la seule, en fait, j'étais entourée d'adultes qui ne se sentaient pas dans son chemin, que ce soit au niveau personnel, professionnel, familial. Et bien souvent, ça émanait de traumas d'enfance, quoi, et notamment liés à cette éducation plutôt classique. Et bien sûr, dernière chose qui m'a amenée aussi à me tourner vers les pédagogies alternatives, c'est quand j'étais étudiante, j'ai donné beaucoup de cours particuliers. Et j'ai constaté que finalement, ce que proposait le système plutôt classique manquait de concret pour que les concepts un petit peu abstraits de mathématiques, français et autres, il y avait besoin en fait d'amener quelque chose de plus ludique, de passer par le jeu, par des choses dont l'enfant a besoin. En fait, l'enfant, il apprend en jouant. Et de donner des cours m'a fait réaliser qu'on pouvait faire autrement. Et ça aussi, ça avait déjà été des prémices pour m'orienter vers cette voie alternative. Mmh, c'est tellement beau, j'adore, j'adore. Mm. Non, c'est des choses qui me parlent, qui me passionnent, qui m'inspirent. Moi-même, je voulais être prof de maternelle. On m'a dit, tu sais, c'est des longues études, est-ce que tu vas tenir le coup, blabla. Après, je dis, non, c'est bon, je vais être éducatrice pour les enfants en difficulté. Je me disais, non, mais tu sais, ça ne pas trop et tout. Et en fait, je savais juste que je voulais aider les gens, les enfants, parce qu'en fait, inconsciemment, il y avait ce truc de, non, mais en fait, je sais qu'il y a des choses que, en fait, c'est pas moi et c'est l'enfance qui m'a créé ça. Et bah, du coup, je veux aider les autres enfants. Et finalement, bah, je suis devenue maquilleuse pro, etc., etc. Aucun rapport pour revenir dans aujourd'hui, accompagner les adultes à se libérer de ce qui a créé leur personnalité d'aujourd'hui quand ils étaient enfants. Et donc, j'adore énormément partager et mettre aussi en avant quand on parle de l'enfance même. Que, donc, moi, c'est pas ce qui me fait vibrer le plus d'accompagner l'enfant, mais accompagner le parent, et donc on va venir un peu après là-dessus, euh, à s'occuper des enfants, c'est genre waouh, et du coup de s'occuper des enfants même, trop beau. Merci de contribuer à tout ce nouveau monde à travers Montessori en l'occurrence, mais à travers tout ce que tu partages. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur Avec Montessori plaisir. concrètement? Parce que c'est vrai que même toi, peut-être si tu as pu voir.
des choses qui se font sur Internet, etc. On peut s'imaginer des choses parce que peut-être certaines personnes qui, éventuellement, n'ont pas fait un certain travail, peuvent en faire quelque chose de pas forcément si juste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Complètement, bien sûr. Et en effet, tu l'as dit aussi très bien dans ton introduction, euh, la méthode Montessori, elle est très galvaudée aujourd'hui, à tel point qu'on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui est de l'ordre de la philosophie Montessori et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et moi, j'aime beaucoup démarrer, lorsque je parle de la méthode Montessori, de celle qui est derrière, en fait, cette méthode. Parce que ce nom, c'est le nom d'une grande femme, vraiment, qui a été très inspirante, qui, il y a plus de 100 ans de ça, a développé cette belle pédagogie. C'était une des premières femmes médecins en Italie, Maria Montessori, qui finalement, un petit peu comme toi, tu vois, elle a très vite senti que ses aspirations, c'était de travailler auprès des enfants. Et bah, à cette époque, les femmes ne faisaient pas ce qu'elles voulaient. Elles étaient dédiées à faire certaines choses et en fin de compte, sa carrière qui, pour elle, était vraiment d'être médecin, on a beaucoup contraint pour rester sur quelque chose de plus basique de ce qu'on attendait d'une femme à l'époque. Et elle s'est battue. Elle a tout donné pour y arriver. Donc, elle a réussi à devenir médecin et finalement, dans son parcours de médecin, elle s'est retrouvée face à des enfants en difficulté. Maria Montessori s'est donc inspirée de deux chercheurs, Itard et Seguin, et elle a réalisé que finalement, en modifiant l'environnement qui est proposé à des enfants, eh bien, on pouvait les amener à un niveau d'évolution vraiment extraordinaire. Donc, ça a été vraiment la base de son travail. Et pendant des années, elle a pris le soin au sein d'abord d'une clinique puis ensuite, au sein d'une école qu'elle a créée, qu'elle appelait carrément la maison des enfants. Donc c'est pour dire, hein, rien qu'avec le nom, ça montre un peu une idée que l'enfant se sentait vraiment en sécurité, comme dans un cocon quand il allait à l'école. Et que ben, mettre en place un environnement où l'enfant se sent en sécurité, où il a la possibilité ben, d'expérimenter des choses, eh bien l'enfant se sent confiant, sûr de lui, et il comprend qu'il peut manipuler des objets, qu'il peut expérimenter des choses et devenir autonome et apprendre par lui-même. Donc finalement, les grands principes, si on devait résumer en quelques mots les grands principes de la philosophie Montessori, c'est de développer un enfant autonome, confiant, sûr de lui, qui expérimente. La notion d'expérimentation est fondamentale parce qu'il va faire des erreurs et il va apprendre par essai-erreur. Et c'est ainsi qu'il pourra vraiment se sentir épanoui et aller vers la voie qui fait sens pour lui. Donc voilà un petit peu en quoi consiste la méthode Montessori. Alors bien sûr, moi j'aime à dire qu'il y a deux piliers forts. Il y a la philosophie Montessori que tout parent peut appliquer, parce que ce que j'ai dit là, même si on n'a pas de matériel Montessori, même si on n'est pas formé à la méthode Montessori, être à l'écoute de son enfant, lui offrir des espaces où il peut être autonome, lui offrir des moments où il peut faire par lui-même, ça peut être possible au quotidien. Maintenant, si on va aller plus en profondeur dans la pédagogie Montessori, là on est vraiment dans les apprentissages. Les écoles Montessori le font, mais au-delà de ça, on peut bien sûr se renseigner. Il y a plein de choses maintenant sur les réseaux, sur Internet, qui nous donnent des idées d'activités un peu Montessori qu'on peut mettre en place avec nos enfants pour développer aussi plus en profondeur tout ça. Mm. C'est beau. Merci à elle d'avoir créé ça et à toutes les personnes qui Oui. suivent derrière pour faire perdurer ce mouvement, cette façon d'accompagner les enfants. Et donc, Mhm. dans l'éducation alternative, il y a Montessori et il y a d'autres approches. Quel est, selon toi, l'équilibre juste à avoir? Parce que parfois, et c'est important d'écouter les enfants, c'est important de leur donner de la place, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de limites, il n'y a plus un cadre partagé, parce que c'est aussi le guider. Il y a cette notion, selon moi, après je ne parle pas spécifiquement en Montessori, mais de lui apprendre à découvrir sa propre vérité, d'expérimenter, etc. Mais il y a quand même aussi cette notion où, ben non, on tape pas maman. Enfin, après, on lui explique, quoi, quand même. Euh, Qu'est-ce que tu dirais par rapport à tout ça? Euh, je ne sais pas si c'est vraiment par rapport à Montessori que ça peut partir dans ça, l'éducation, dans ce débordement, Mhm. selon moi. En tout cas, c'est un Mhm. débordement. Ou Mhm. si c'est d'autres approches. Mais voilà, qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à ça? Alors, je trouve intéressant que tu proposes cette ouverture et j'ai envie de démarrer par Montessori, mais ensuite d'ouvrir. Parce que une des choses qui est beaucoup décriée finalement dans la méthode Montessori, c'est de penser que l'enfant est roi et que du coup, comme justement on lui offre cette autonomie et le fait de faire par lui-même,
on a souvent le sentiment que dans la méthode Montessori, l'enfant fait ce qu'il veut. Or, le principe de la méthode Montessori, il est autre. Il est vraiment d'être premièrement dans une étape où on va observer les besoins de l'enfant et ce qui le nourrit, ce qui lui donne envie en fait d'apprendre et d'évoluer, etc. Et de lui offrir un environnement adapté pour qu'il se sente autonome dans cet environnement. Mais ça veut dire que le parent, l'éducateur, en tout cas l'adulte, a vraiment un rôle phare, c'est-à-dire de mettre en place un cadre précis dans lequel l'enfant se sent en sécurité et dans lequel l'enfant se sent autonome. Mais à tout moment, si l'enfant tente de sortir du cadre, et tu as parlé par exemple du fait de taper son parent ou des choses comme ça, eh bien là, c'est le rôle du parent que d'être ferme et bienveillant, parce que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. On peut être ferme et bienveillant sur le fait que ce cadre, il est là. Et ça peut être ta sécurité, parce qu'un enfant qui fait ce qu'il veut, il peut être aussi en insécurité. Hein, on ne va pas le laisser traverser la rue comme ça, etc. Et ce cadre ferme et bienveillant, il est vraiment très précis dans la méthode Montessori. Mais ça, on a tendance à l'oublier. Donc, la méthode Montessori, c'est ce qu'elle offre, un cadre bienveillant dans lequel l'enfant se sent autonome. Maintenant, bien sûr, au-delà de la méthode Montessori, et là, peut-être que je peux parler plus de ma casquette de thérapeute, hein, c'est qu'un enfant aussi, dans sa construction, il a besoin avant tout de présence, il a besoin de se sentir aimé, il a besoin de se sentir vu, reconnu par ses parents, ses proches, etc. Et il a aussi besoin de sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure d'un enfant se construit aussi à travers les limites qui sont présentes. Parce que si un enfant sent qu'il peut faire tout ce qu'il veut, c'est très, ça fait peur en fait à un enfant parce qu'il se dit mais à quel moment je suis contenu? Et un enfant se sent contenu quand il y a justement un cadre précis, quand il sait que à tout moment mon parent il est là pour me ramener vers ce qui est bon pour moi, ce qui est sécurisant pour moi. Donc même au-delà de la méthode Montessori, dans la construction de l'enfant et dans son évolution, il a nécessairement besoin d'être cadré par des parents soutenants. Merci pour cette explication. Ouais, ça me fait penser quand j'étais jeune. Moi, j'étais Mhm. tout le temps punie. Et donc, Mhm. voilà, c'était un certain type d'expérience. Et Mhm. j'avais une amie qui avait une autre façon d'expérimenter son enfance. Et elle, à l'inverse, elle Mhm. avait le droit de tout faire. Et un jour, Mhm. j'en ai marre, je suis toujours punie. Toi, tu as de la chance, tu fais ce que tu veux. Et Mhm. elle m'avait dit, oui, bah, toi aussi, tu as de la chance, parce que bah, s'ils te punissent, c'est qu'ils en ont quelque chose à faire de toi, alors que moi, ils s'en foutent de moi. Et donc, c'est vrai que moi, j'avais ce truc, bah, moi, ils m'aiment pas, ils sont toujours en train de me punir. Et de l'autre Mhm. côté, bah, moi, ils m'aiment pas parce qu'ils me punissent jamais. Mhm. Donc, c'est vrai que les limites, moi, j'aime appeler ça la fermeté d'amour. Mhm. Qu'est-ce que tu auras envie de partager d'autre sur Montessori? Alors, ben, déjà, j'ai envie de te remercier parce que le mot que tu as employé, il me parle beaucoup, la fermeté d'amour, comme c'est beau. Et ça résume bien finalement cette expérience que toi, tu pouvais avoir et ton ami qui avait aussi cette expérience. Et ça me permettra de rajouter quelque chose qui voilà, qui, on va dire, compatible avec la méthode Montessori, mais aussi avec cette approche tout simplement de l'enfant et de son bien-être. C'est cette notion finalement de ce que l'enfant ressent parce qu'on entend beaucoup de choses sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est plus adapté pour accompagner un enfant. Voilà, on a énormément de conseils, et des conseils qui parfois peuvent être culpabilisants pour certains parents qui parfois n'y arrivent pas en fait, hein, parce que ça ne correspond pas à leur paradigme, et parce qu'eux-mêmes ont leur trauma qui font que ben, ils ont tellement été éduqués eux-mêmes d'une certaine manière que ben, une fois qu'ils deviennent parents, c'est très compliqué pour eux de sortir des schémas répétitifs. Et aujourd'hui, j'ai envie de rappeler, et ça, la méthode Montessori l'offre aussi beaucoup, qu'un enfant heureux, il l'est si on lui offre la possibilité d'exprimer ce qu'il ressent. Parce que finalement, et ça, le neuro-émotionnel le dit aussi, hein, ce n'est pas tant ce que l'enfant vit qui est important, c'est ce qu'il ressent. Et ça dépend. Chaque enfant est différent, autant au même titre que tous les adultes sont différents. Un enfant, il a sa particularité. Et si au sein d'un contexte précis, il vit des choses. Peut-être que l'enfant qui s'appelle Griselda, elle, tout va bien aller, elle va se sentir heureuse, elle saura transcender certaines choses qui peuvent paraître difficiles. Tant qu'elle a pu exprimer ce qu'elle avait exprimé, c'est super. Mais par contre, il peut y avoir un autre enfant comme Christophe qui semble être dans une vie où tout est OK parce que ses parents sont présents, parce que la maîtresse d'école semble bienveillante, parce qu'il y a un petit frère, etc. Mais qu'en réalité,
peut-être que l'arrivée du petit frère, ça a généré énormément d'émotions désagréables pour lui, qu'il ne s'autorise pas à verbaliser parce qu'il se dit, ben, tout le monde semble heureux que ce petit frère soit là, donc moi je dois l'être aussi, je me tais. Et en fin de compte, la méthode Montessori, ce qu'elle apporte aussi, c'est qu'au-delà du cadre qui est proposé, c'est d'offrir la parole à l'enfant et de lui dire, même s'il semblerait que tu as un cadre qui semble parfait, pour nous, parents, nous, on a mis un cadre qui nous semble parfait, mais toi, comment tu te sens vraiment là? Est-ce que tu n'as pas quelque chose à nous exprimer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et dans le neuroémotionnel, on le dit aussi, une des clés pour limiter, on va dire, les impacts sur le bien-être d'un adulte dans le futur, c'est la possibilité d'exprimer ses émotions. Parce qu'une émotion qui n'est pas exprimée, on le dit souvent, elle s'imprime. Et c'est ça qui fait que, ben, après, on a des traumas. Moi, je pense que ce qui est très important, et je te remercie de me permettre de l'exprimer ici dans ce podcast, c'est de ne pas oublier que une émotion a besoin d'être libérée. Et si on habitue nos enfants à faire ça dès tout petits, eh bien, en fin de compte, c'est la clé pour être heureux. Parce que quand on s'offre le cadeau de pouvoir exprimer ses émotions, eh bien, c'est comme un sac qui se vide régulièrement pour toujours rester dans une légèreté de la vie. Mmh, j'adore. Ce matin, j'enregistrais un podcast justement, je sais pas s'il sortira avant ou après celui-là, sur la communication et l'expression, à quel point en fait notre enfance, la société, notre éducation, etc., nous a coupé de l'expression, donc autant de la communication de soi à soi et ses émotions que la communication avec l'autre. Forcément, on sait déjà même pas parler avec nous. Et puis avec le parent, fais pas ci, fais pas ça, dis pas ci, dis pas ça. T'as rien le droit de dire, t'as rien le droit d'exprimer, etc. Et donc, voilà, j'adore parce que Mhm, c'était vraiment le sujet de ce matin. Et moi, je suis en plein dedans dans l'écriture de mon livre pour apprendre aux mhm, adultes pourquoi ils sont comme ils sont. Et justement, entre autres, ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux parce on nous a jamais appris à communiquer pour connaître mhm, ses émotions. On ne peut pas communiquer avec soi, donc on ne sait pas communiquer avec soi. Et donc, forcément, on sait encore moins communiquer avec l'extérieur. Donc ouais, mhm, c'est chouette, merci. Et puis, ça fait une belle transition sur le côté accompagnement des adultes au niveau thérapeutique. Il y a tout un tas d'accompagnements possibles. Mais mhm, vraiment, ouais, merci pour ça parce que enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je remercie vraiment toutes les personnes qui accompagnent les enfants, qui ouvrent des portes aux enfants et aux parents à travers différentes éducations alternatives. Mais pour moi, ce qui est tellement important, parce que les enfants qui sont, par exemple, accompagnés avec la méthode Montessori, demain vont faire des enfants et ils vont les accompagner d'une certaine manière, donc différente. Et donc, d'ici quelques décennies, il y aura pas mal de choses qui vont bouger. mhm, Mais si quelqu'un utilise mhm, Montessori, mais qu'effectivement, justement, il n'a jamais appris à lui-même poser ses limites, etc., et il fait Montessori parce que c'est la mode, super, ça vient de sortir. Enfin, ça vient de sortir, tu comprends ma caricature. Mais donc voilà, je mhm. vais me laisser taper C'est la parce que mode. non, mais mon enfant, il Mhm, faut qu'il fasse ce qu'il veut. Non, toi, par contre, il va falloir que tu ailles voir ma chérie de pourquoi tu n'arrives pas à poser tes limites. Et donc, voilà, super mhm, intéressant de pouvoir accompagner les enfants, les parents, pardon, à comprendre comment ils se sont construits enfants pour pouvoir encore mieux accompagner leurs enfants, notamment à mhm, travers des outils comme des pratiques comme Montessori, mais en ayant eux-mêmes la notice un petit peu. Je sais pas si ma métaphore c'est la mieux, mais ouais, merci. Je te laisse partager ton expérience. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce que tu as pu voir? Et puis qu'est-ce que tu as envie de partager à ce niveau-là? Bien, je te remercie et je trouve que tu fais des transitions toujours avec brio parce que c'est très fluide entre ce qu'on a pu dire auparavant et les idées qui me viennent au fil de l'eau. Et pour ma part, déjà, dans mon expérience personnelle, puisque j'ai été éduquée avec un système d'éducation plutôt classique, comme la plupart des personnes de notre génération. Et je pense que notre génération, c'est la plus challengeante. J'en parlais justement récemment avec mon aîné qui a 12 ans aujourd'hui, puisque nous sommes cette génération qui, pour la plupart d'entre nous, avons été éduqués avec la méthode un peu classique.
Et on sent bien qu'on veut faire différemment pour nos enfants, mais tous nos schémas, parce qu'on a été éduqués pendant des années avec un fonctionnement, c'est comme un programme informatique qui s'est installé dans notre système nerveux. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui est très brutal parce que on a cette façon euh, spécifique par laquelle on a été éduqué, et puis nous, on veut faire différemment. Et c'est très compliqué. Donc, on se retrouve avec une génération de parents qui culpabilisent parce qu'elles veulent faire différemment, mais leurs anciens schémas les rattrapent. Mais comme tu l'as dit, heureusement, ça se développe de plus en plus. La méthode Montessori, même si elle n'est pas nouvelle aujourd'hui, il y a vraiment un boom sur, sur cette pédagogie, cette philosophie de vie, oui, même des méthodes alternatives de manière générale. Ces méthodes alternatives, qui ne devraient même pas s'appeler méthodes alternatives, selon moi, et bien plus on va avoir plus on va avoir des enfants qui pourront devenir adultes et plus facilement accompagner leurs enfants. Et du coup, tout le challenge, il est là. Et c'est pourquoi j'ai eu envie d'installer finalement une casquette de thérapeute, parce que j'ai pu constater, moi, la difficulté que j'ai eue en étant éducatrice, formatrice Montessori, en lisant des livres, en me renseignant sur tout ce qu'il y avait de mieux pour le cerveau de l'enfant. Je voyais bien qu'il y a bien des fois, je n'y arrivais pas. Et donc, c'était très culpabilisant. Parce que tant qu'on ne sait pas, bon, ben, on applique ce que nos parents ont dit, ok. Mais quand on sait que ce qu'on fait, c'est pas ce qu'il y a de mieux et qu'on n'y arrive pas, c'est très culpabilisant. Et moi, il m'a fallu passer par cette étape de me dire, mais pourquoi je n'y arrive pas? Ça vient de mes schémas passés et j'ai besoin de les transcender. Donc, je me suis fait accompagner, moi, d'abord. J'ai fait ce travail sur moi. Ça m'a demandé d'accepter de voir mes pardons, mes blessures, mes, euh, mes difficultés aussi à évoluer dans ma parentalité et d'apaiser un endroit, ma culpabilité d'abord de parent. Parce que avant tout, c'est de cesser de se dire que nous ne sommes pas un bon parent. Et ça, c'est d'abord la clé numéro un. Une fois qu'on arrive à apaiser cette culpabilité de parent en se disant qu'on fait de notre mieux, eh bien là, on peut passer dans cette étape de se dire, mais comment maintenant je peux transcender ces anciens schémas passés et les apaiser pour une parentalité qui correspond mieux à ce que j'ai envie. Et c'est du coup ce à quoi j'aspire aujourd'hui avec cette casquette de thérapeute. Et je le vois bien, les mamans que j'accompagne aujourd'hui, elles me le disent que oui, elles ont d'abord besoin d'exprimer leurs émotions de culpabilité. Donc on en revient encore à cette expression des émotions. Et tu l'as très bien dit, et j'ai hâte d'écouter le podcast que tu as tourné à ce sujet, puisque la clé, c'est d'abord d'exprimer que dans ma parentalité aujourd'hui, je me sens frustrée parce que j'y arrive pas. Je me sens coupable parce que je crie sur mon enfant alors que je n'ai pas envie, que je me retrouve à le taper alors que je ne sais pas ce que je souhaite. Ben déjà, hop, je l'exprime. Waouh, c'est déjà un bel apaisement. Et une fois que c'est fait, c'est je comprends pourquoi je n'y arrive pas et je me fais accompagner pour me libérer de ces schémas passés. Merci, c'est super précieux ce que tu partages. Et de reconnaître et parce que la culpabilité, effectivement, c'est quelque chose de très ancré comme la honte ou d'autres émotions. Hein. On se sent honteux ou coupable de choses que en fait, c'est un peu la société qui nous fait croire Mm. qu'on doit être coupable parce que c'est finalement rempli d'injonctions aussi. Montessori ou toute autre pratique ou la spiritualité ou etc. On nous met aussi des injonctions et en fait, tu es censé penser comme ça, faire tel rituel, dire ceci, pas dire cela. Et on oublie parfois que nous, on a certes plusieurs décennies de conditionnement, trauma, etc. Mais en même temps, on en a plusieurs siècles aussi, parce que bah, tout le bagage, si on prend la communication ou le patriarcat, comme tu disais tout à l'heure, les femmes avant, elles n'avaient pas le droit de ceci ou cela. Bah, tout ça, c'est pas si vieux que ça commence à se switcher. Par contre, ça fait des siècles et des siècles que de génération en génération, on se refile tout ça. Et bravo à notre génération, parce qu'effectivement, je trouve que dans cette génération, on est en train de laver, au-delà de notre propre histoire et de quelques décennies, on est en train de nettoyer plusieurs siècles passés. Donc, bravo à toutes les personnes qui font le chemin déjà pour elles-mêmes et à toutes les personnes qui accompagnent également. Donc, merci beaucoup d'œuvrer à ça et de partager bah, tout ton savoir. S'il y a des personnes qui ont envie de commencer à aller vers soit un accompagnement euh, pour leurs enfants
alternatifs où eux-mêmes commençaient à se comprendre en tant qu'enfants qu'ils étaient, ou etc. Est-ce que tu as des conseils ou des livres à partager ou des inspirations? Voilà. Est-ce que tu aurais à dire? Avec grand plaisir, merci. Merci pour ce partage. Et oui, il y a des conseils de lecture que je peux faire. Déjà, si on a envie de mieux comprendre, parce qu'il y a des parents qui ont besoin de comprendre vraiment scientifiquement, mais qu'est-ce qui est mieux pour mon enfant? Et je trouve qu'il y a une auteure qui a écrit pas mal de livres qui s'appelle Catherine Guéguen. C'est une médecin pédiatre qui finalement explique ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant et qui explique aussi vraiment que ben, à tel âge, c'est normal que les enfants fassent des crises de colère parce que leur cerveau n'est pas tout à fait bien formé. Et je trouve que tous ces livres sont très apaisants et déculpabilisent. Donc, Catherine Guéguen, je recommande beaucoup ces, voilà, ces livres. Maintenant, on va dire pour soi, en tant qu'adulte, si on a envie de cheminer, développer, comprendre ce qui s'est joué pour nous, il y a plusieurs auteurs que je vais recommander. Alors, bien sûr, si on aime les livres voilà, qui sont très philosophiques, etc. Les livres de Carl Gustav Jung sont vraiment des références clés. Anne Solin Suissan-Berger aussi. Elle a écrit notamment un livre qui s'appelle Aïe mes aïeux, qui explique, et tu l'as très bien dit aussi, cette notion de transgénérationnel et pourquoi, même si je connais mon enfance, même si je sais comment j'ai été éduquée, eh ben, des fois ça va plus loin dans la lignée, ben, de comprendre aussi que ben, il y a des schémas plus anciens qu'ont vécu nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et ça, c'est aussi une clé à venir explorer. Et pour cet aspect transgénérationnel, il y a aussi une autre auteure que je recommande très grandement, c'est Natacha Calestrémé, dont notamment son livre Trouver ma place. Et ce qui est bien dans ce livre-là, c'est que ce n'est pas qu'un livre, c'est vraiment une expérience parce qu'elle propose des protocoles concrets qui permettent de venir pointer du doigt ben, ces émotions désagréables qu'on a peut-être refoulées de notre enfance et de voir comment on peut s'en libérer parce que pour libérer une émotion qui a été maintenue, il faut toucher du doigt cet inconfort. Et elle offre à travers ses livres une belle exploration pour venir libérer les émotions et permettre une vie plus douce. Merci pour tes recommandations. Il y a quelque chose qui m'est venu Mm. au sujet de la culpabilité dont tu parlais tout à l'heure. Il est vrai que parfois on peut se sentir coupable et notamment quand on fait ce chemin personnel et que on se rend compte que effectivement bah, nos parents ou les personnes qui nous ont accompagnés en agissant comme ça ou sans agir de cette façon, ça a créé ça et du coup nos traumas viennent de ceci, viennent de cela et donc on veut faire bien pour avec les enfants et on voudrait ne pas créer, en tout cas certains parents ne voudraient absolument pas créer de trauma et tout ça. Et donc, alors, j'ai deux versions. La première, c'est que bah déjà, en fait, quand soi-même on guérit sa relation avec ses parents, ou ok, je reconnais qu'il y a eu ça, mais en même temps, je reconnais que bah, eux, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, bah, est-ce que eux aussi ont été conditionnés? Et donc, si moi-même, en fait, je pardonne ce que j'ai vécu, alors après, chaque histoire est différente et pardonner n'est pas forcément accepté, bref, etc., etc. Mais là, je vais parler de manière générale, sans gros trauma ou quoi dans la famille. Et de pardonner aussi, bah, ça permet de déculpabiliser vis-à-vis de son enfant. Parce que je crois que si moi-même, en fait, j'ai de la colère et de la rancune envers mes parents parce qu'ils m'ont fait ceci et cela, bah, du coup, en fait, j'ai peur que mon enfant m'en veuille aussi si je lui crée des traumas, et etc. Donc, je trouve que la réconciliation vraiment avec son vécu et tout ça, ça peut être une belle piste à explorer. Encore une fois, c'est selon moi. Et si on part du côté spirituel, alors ça parlera vraiment à qui ça parlera, on vient pour expérimenter de toute manière ce qu'on a décidé qu'on allait expérimenter. Donc, voilà, si on reçoit tellement d'amour que du coup c'est étouffant, etc., c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Si on n'en reçoit pas du tout, ben, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et du coup, ben, l'enfant devra expérimenter ce qu'il expérimentera. Par contre, c'est là où c'est important, si nous on a fait déjà le taf et qu'en plus on a des Mhm. clés, ben, on va pouvoir l'accompagner en lui donnant des clés et des outils déjà très très tôt pour apprendre à se comprendre. Et puis après, ben, c'est aussi l'expérience de la vie. Et je trouve que ça amène aussi une certaine forme de déculpabilité. En tout cas, c'est ma vision et ce que je crois à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, je suis
complètement d'accord avec toi sur ce point de vue. Euh, et bien sûr, comme tu l'as très bien énoncé, j'apprécie beaucoup la manière dont tu laisses une ouverture aux auditeurs. Chacun, bien sûr, sera libre de sentir si ça fait sens pour lui. Mais dans cette dynamique, il y a deux choses que j'aimerais souligner. C'est que en neuro-émotionnel, on parle d'une notion qui s'appelle l'antifragilité. C'est le fait, malgré les épreuves qu'on a vécues, mais c'est de réussir à grandir grâce aux épreuves qu'on a vécues. Et ça, en effet, ça amène tout de suite un apaisement parce que dans notre construction, on, on ne pourra pas être un parent parfait. C'est impossible. Alors même si on connaît avec nos lectures ce qu'il y a de mieux pour développer le plein épanouissement de notre enfant, on n'y arrivera pas. Donc on peut déjà arrêter d'atteindre cet objectif, ce ne sera pas possible. Mais du coup, ce qui est apaisant à un endroit, c'est que finalement, les traumas que notre enfant aura en grandissant, eh bien, il peut en faire une force parce que finalement, toutes ces personnes comme toi qui développent des podcasts géniaux, qui proposent des choses extraordinaires pour accompagner les parents aujourd'hui avec l'écriture de ton livre et tout ce que tu mets en place, toutes les personnes que tu as mentionnées aussi qui sont là auprès des enfants, des parents, etc. Peu importe le métier qu'on fait, si on le fait avec autant de brio, c'est parce qu'on a eu une blessure qui nous a amené à développer cette virtuosité. Donc finalement, nos traumas deviennent nos forces aussi. Donc n'oublions pas ça et soyons peut-être plus à l'écoute de ces blessures et simplement en les écoutant, en prenant soin d'elles, on ne les efface pas, on les considère et on leur demande comment on peut transcender ça et en faire une force. Et la deuxième chose que je voulais aborder, et tu l'as très bien dit, c'est cette notion de pardon, qui en effet, c'est pas évident, surtout si on a vécu des choses difficiles, douloureuses pour nous. Et aujourd'hui, c'est un fait, hein, et les lectures de Natacha Keskeme nous le montrent aussi, et puis dans le neuro-émotionnel, on le voit aussi, réussir à être plus apaisé face à l'éducation que nous avons reçue, face à des parents qui ont fait aussi de leur mieux, parce que eux-mêmes, tu l'as dit, ont reçu une éducation particulière, qui ont fait ils ont été ce qu'ils ont été, ben, c'est une des clés qui amène vraiment un soulagement. Parce que quand on arrive à pardonner eh bien, ce parent qui a fait de son mieux, c'est aussi en miroir une façon de se pardonner nous-mêmes, d'être ce parent imparfait. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, on fait quelque chose d'extraordinaire. Et moi, ça a été une de mes révélations ces dernières années. C'est qu'en fait, on est en train d'être un exemple pour notre enfant. Et moi, j'aime à dire que l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'éduquer, c'est le seul. Donc, si je montre à mon enfant que je suis un parent imparfait, qui parfois crie, qui parfois fait des choses qui sont douloureuses, qui sont dures, que je regrette ensuite, mais que je lui montre que je m'excuse auprès de lui et que je me pardonne de ne pas être une maman parfaite, ben l'enfant, il se dit, waouh, ça veut dire que moi aussi, j'ai le droit d'être imparfait. J'ai aussi le droit de, en grandissant, faire des erreurs et de pardonner les gens qui m'ont fait subir des choses désagréables. Et tout de suite, on apprend à notre enfant cette notion de pardon et cette notion d'accueil de qui on est dans toute notre imperfection avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Oh, c'est beau. Merci beaucoup pour ce partage. C'est Oui, vraiment aussi. beau parce qu'effectivement, on vit Mm. dans un monde où on n'est jamais assez, où on est trop. Et Exact. donc, voilà, on se sous-estime. On n'a pas d'estime, même du désamour, voire pour certaines personnes envers soi-même, pour aussi ces raisons-là. Donc, merci pour ce partage parce que c'est vraiment beau et c'est vrai que c'est très inspirant, même pour là, un parent qui t'écoute, je crois. En tout cas, Mm. moi, je trouve ça super inspirant. Et vis-à-vis d'un enfant, moi, je vois beaucoup de parents qui crient, par exemple, sur les enfants. Mais arrête de crier! Euh, Ouais. Ça me fait toujours parce que je regarde la personne et tu sais, dans ma tête, je suis là, mais est-ce que tu te rends compte de la phrase débile que tu viens de dire en criant? C'est quand même assez. Et moi, je sais que si j'avais eu un enfant il y a 20 ans en arrière, c'est exactement des choses que j'aurais fait parce que c'est comme ça que j'étais éduquée, toujours Mhm. à crier. Et si moi je criais et on me gueulait dessus en me disant crie pas, alors qu'on Mhm. oublie, même nous adultes, hein, en fait, Mhm. on dit lead by example. C'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais qu'on retient. Et c'est pour tout, finalement. Mais donc, un enfant
lui, au-delà des mots, c'est euh, les mimiques. Enfin, il va Mhm. mimer le mot, je crois qu'il y a un terme, Mhm. avant même les mots, en fait. Mhm. Donc Mhm. ouais, merci de partager ça. C'est super important. Inspirez vos enfants en étant cette personne parfaitement imparfaite, tel un être humain sur son chemin. Et c'est un peu comme tout, même parfois dans le professionnel ou dans d'autres domaines. On se dit, oui, non, mais attends, parce que je suis pas assez, par exemple, si on veut être thérapeute, en tant que thérapeute, non, mais attends, je suis pas assez guérie pour Mhm. devenir ce côté de légitimité. Mais en Mhm. fait, c'est un chemin. Et là où il y a une puissance, c'est justement dans cette souveraineté et cette vulnérabilité. Bah, en fait, je suis pas arrivée au bout parce que au bout, c'est la fin. Donc, du coup, bah non, je suis toujours sur le chemin de la vie. Donc, je suis toujours en train d'explorer moi-même, la vie, etc. Mais en même temps, j'ai des outils et des ressources. Donc, si je te partage quelque chose, ça veut pas dire que moi, je peux pas me mettre en colère. Mais par contre, je vais Mhm. aller observer pourquoi il y a de la colère et nana. Et du coup, bah, ça va hop, se switcher en 5 minutes. Et je vais pas mettre l'autre rendre l'autre responsable. Je vais me responsabiliser, etc. Et finalement, ben, envers un enfant, ton partage, c'est ça. C'est de lui montrer que bon, on fait de son mieux, mais par contre, on continue d'avancer, de cheminer. Exact. Tout à fait. Tout à fait. C'est très beau ce que tu dis et ça me- tu l'as dit avec beaucoup d'amour, je trouve, parce que finalement, cet enfant, il a juste besoin de comprendre c'est OK de faire des erreurs. Après tout, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette erreur? Est-ce que je Hmm. comprends, est-ce que j'analyse, est-ce que j'en fais une force, ou est-ce que je continue de rester dans des anciens schémas, quoi. Merci beaucoup, infiniment pour ce moment, pour cet échange. Est-ce que tu as envie de partager une dernière chose avant qu'on clôture ce podcast? Oui, j'ai envie de partager une dernière chose, et ça fait partie d'une de mes valeurs phares, c'est la notion de gratitude et de plaisir. Parce que nous sommes venus sur cette terre, en effet, pour expérimenter des choses, et nos enfants sont souvent des beaux cadeaux pour nous montrer nos anciens schémas, nos blessures, ce qu'il faut travailler, etc. Mais ils sont aussi là pour nous montrer, mais waouh, de s'autoriser à être dans le plaisir, de s'autoriser à être dans la gratitude. Et en fait, même si, en effet, faire ce travail sur soi et puis accompagner nos enfants dans leurs blessures, etc., c'est important. Mais n'oublions pas dans tout ça d'y mettre du kiff, d'y mettre du fun, de rire, de s'amuser et dans toute notre imperfection, de jouir de la vie. Voilà ce que j'avais envie de dire. J'adore. C'est d'ailleurs tes vœux que Mhm. tu m'as soumis pour la bonne année. J'adore ça. On vous souhaite de jouir de la vie. Mhm. C'est la vie. Merci de, de mettre Mhm. ce point très important, enfin ces points entre la gratitude, la joie, le plaisir. Effectivement, et d'ailleurs, on le dit souvent, hein, un enfant, c'est un enseignant à ce niveau-là parce qu'il s'émerveille. Voilà, il voit un Mhm. caillou, il va, Waouh. Et combien de parents disent, mais pourquoi j'ai lu un Mhm. livre de Noël, il a un mouchoir, il est content. Ben oui, et prenons exemple. Donc, merci beaucoup d'avoir fini sur ces merveilleuses notes qui sont la Avec joie, la plaisir. et merci d'œuvrer en faisant ce que tu fais et d'être venu semer du vrai ici dans ce podcast. Merci beaucoup. Avec plaisir, Aurore. Je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce doux moment avec toi. Mhm. Je vous dis à bientôt et puis vous retrouvez toutes les infos en barre de description et également, comme annoncé en début de podcast, n'hésitez pas à vous abonner, ça redonne pour vous et à partager le podcast. Je vous embrasse.